Vous avez pris l'habitude de nous prêter votre attention, mesdames et messieurs, de partout, vous nous captez à travers le monde. À vous la parole, votre magazine d'information générale et d'actualité démarre avec comme invité monsieur Géry Biangani, le secrétaire national d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, en charge de l'implantation extérieure et des Congolais de l'étranger. Avec lui, nous allons faire un échange concernant des questions qui concernent Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à l'horizon 2023. Comme vous le savez, le parti bouge et tous les états-majors des partis politiques en République démocratique du Congo est en ébullition. La rentrée parlementaire démarre déjà. Quelles sont les questions prioritaires? Comment le parti politique se prépare? Toutes ces questions avec Géry Biangani, que je m'en vais lui dire bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien, monsieur Géry? Oui, oui, par la grâce de Dieu. Grande est notre joie de vous recevoir sur ces plateaux d'À vous la parole. Vous avez l'amabilité de nous parler de votre parti politique Ensemble pour la République, parti cher, je rappelle aux fidèles téléspectateurs, de Moïse Katumbi Chapwe, que vous avez élu comme président dans un avenir proche. Comment sentez-vous au sein du parti et quel est l'état de lieux actuel d'Ensemble pour la République avec tout ce qui est comme actualité politique? Oui, écoutez, le parti se porte très bien. Je profite de cette occasion pour remercier le président national, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, pour la nomination. Le parti se porte très bien. À ce jour, nous avons atteint plus de 500 000 adhésions au sein d'Ensemble pour la République. Et vous avez dit, nous avons élu Moïse Katumbi. Non, non, nous n'avons pas encore élu Moïse Katumbi pour les élections. Au sein de votre parti? Non, au sein de notre parti. Quand le parti s'est réformé, hein, oui, comme président. Oui, je crois que vous avez parlé de la candidature aux élections. Non, je ne parle pas de la candidature. Nous n'en sommes pas encore là. Oui, voilà. Donc, il est président d'Ensemble pour la République. Bien entendu. Vous l'avez élu comme président. Exactement. Donc, vous êtes convaincu qu'il va mener à bien cette charge jusqu'aux échéances électorales de 2023? Oui, d'ailleurs, ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas Moïse Katumbi qui a voulu être président. C'est nous qui avons voulu que ce soit lui. Par rapport à son expérience, par rapport à son bilan, partout où il est passé, nous avons vu comment Moïse Katumbi, lorsqu'il il fait quelque chose, ça lui réussit. Voilà pourquoi nous, membres d'Ensemble, avions choisi que ce soit lui. Je vous prends au mot, vous parlez de l'expérience Moïse Katumbi. Si on voit Moïse Katumbi en politique, on remonte dans l'histoire, c'est quand on a créé le G7. Que Moïse Katumbi était ambitieux, il a voulu financer cette coalition politique. Et de quelle expérience parlez-vous, par exemple? Non, écoutez, rectification, lorsque nous avons créé le G7, Moïse Katumbi n'était pas encore au G7. C'est nous qui avions choisi Moïse Katumbi comme notre candidat aux élections. Mais c'est quoi l'élément motivateur? Vous choisissez Moïse Katumbi à tout bout de champ? Oui, parce que Moïse Katumbi a eu à gérer dans ce pays. Et lorsque Moïse Katumbi a géré, je parlerai ici de la province du Katanga, il était le gouverneur, le meilleur des gouverneurs de ce pays. Applaudi par tout le monde, mais ça se disait par tout le monde. Même ceux qui aujourd'hui disent le contraire, ils le disaient. La province du Katanga était la province la mieux gérée du Congo, la mieux gérée d'Afrique centrale. Sur le plan des recettes, allez voir, malheureusement je n'ai pas les chiffres avec moi, allez voir, avant Katumbi et après Katumbi, vous allez comprendre de quoi je parle. Lorsque Moïse Katumbi décide de devenir président d'une équipe de football, aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est devenu Mazembe en Afrique et même au monde. Lorsque Moïse Katumbi a décidé de faire l'agriculture, aujourd'hui, nous voyons les résultats. Mieux que Bukangalonzo où on a dépensé des millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui met du sérieux dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous avons choisi Katumbi. Il n'a pas confondu les tout-puissants Mazembe à la province du Katanga parce qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Il y a de cela une année passée, avant que la décentralisation soit installée. Mais Moïse Katumbi, si vous posez la question à la population du Katanga et dans d'autres coins, la situation était quand même chaotique. On voyait, comment dirais-je, la farine de maïs augmenter le prix, les routes sont telles que vous le savez. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de concret à la population du Katanga? Je vais vraiment vous épargner des discours politiques.
Moi, j'ai pas sur Donc ça, c'est la fait. population qui réagit. Voilà, Parce que justement. on a le temps d'interroger la population sur le bilan de Moïse Katumbi à la tête de la province du Katanga, non encore décentralisée. Je vous donne un fait. Mm. Lorsque Moïse Katumbi est invité au parquet, il a été accompagné par près d'1 million de personnes. Ça sont des Alors fanatiques qu'il était... ça sont des fanatiques de, Non, ça c'est... du puissant Mazembe. Parce ça, que vous avez... ça, c'est la population. On n'avait pas convoqué Moïse là-bas comme président de Mazembe. C'était la personne de Moïse Katumbi. Mais pourquoi cette population s'est mobilisée sans être appelée? C'est parce qu'ils se reconnaissent en Moïse Katumbi. Mais il a fait quoi de concret dans la province du Mais Katanga? je viens de vous dire ici que lorsqu'il était gouverneur du Katanga, le Katanga était la province la mieux gérée du pays. Bon, qu'est-ce qui est dégradé à son absence? Bon, écoutez, les éléments sont là. Les éléments sont là, il faut aller au Katanga. Malheureusement, si je savais qu'on allait aborder ce sujet, j'allais venir avec c'est moi qui vous pose des questions, monsieur Jeribian. Avec les chiffres. Vous représentez Moïse Katumbi actuellement, vous parlez en son nom, étant que secrétaire national en charge de l'implantation du parti à l'extérieur des Congolais de l'étranger. Je reviens à ces postes-là qu'on vient de vous nommer récemment. Ça représente quoi pour le parti, implanter un secrétaire national à l'extérieur et des Congolais de l'étranger? Si on peut avoir une idée claire. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup semblent oublier que les Congolais à l'étranger sont très nombreux. Je vous donne un exemple. Rien qu'en Europe, nous avons plus de 10 millions de Congolais qui y vivent. Et ces Congolais se battent pour que ce pays se relève. Tous les jours, ils sont dans les marches, ils sont même sur le plan, je dirais, financier. Aujourd'hui, une famille sur 2 vit grâce à son frère qui est en France ou en Belgique. Donc, ils font des efforts pour que ce pays puisse se relever. Et nous avons pensé au sein de notre parti qu'on doit faire en sorte que nous puissions fédérer nos efforts. Ensemble avec ceux Congolais qui sont à l'étranger, nous pouvons encore faire mieux. Vous allez encore faire mieux. Vous avez une mission qu'on vient de vous convier il y a pas longtemps. Un discours politique, ou soit ça sera un discours basé sur le social de la population, ou soit c'est un discours propagandiste que vous prévoyez lancer à l'endroit de ces Congolais de l'étranger, dont aujourd'hui vous avez la charge étant que secrétaire national. Écoutez, aujourd'hui, il n'est plus question des discours politiques, il n'est plus question des discours. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence parce que le Congolais souffre. Et moi, je pense Pas de l'étranger, hein? Non, même ceux de l'étranger, parce qu'ils sont obligés de ponctionner sur leur salaire pour payer l'hôpital à la maman qui est à Kinshasa. Ça veut dire que cette souffrance, même d'une manière indirecte, ils sont atteints par cette souffrance. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Il n'est plus le moment de faire des discours. C'est le moment de se mettre ensemble, de fédérer nos efforts pour traiter cette urgence. Parce que, je viens de vous dire ici, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui meurent parce qu'il a manqué $1 à l'hôpital? Il y a des enfants qui étudient à même le sol, ici même à Kinshasa. C'est une urgence. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'heure des discours. Aujourd'hui, nous devons nous mettre au travail, nous devons nous mettre ensemble, regarder de la même direction et trouver des solutions à notre pays. Alors, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire à la fois. Il n'y a pas longtemps, vous avez marqué votre adhésion au sein de la vision du président de la République de l'Union sacrée, qu'on retrouve Moïse Katumbi dedans. Oui. Mais il semble comme si le discours n'est plus cohérent par rapport à ce qu'il fallait faire pour accompagner le président actuel dans l'exercice de son pouvoir. Nous sommes à une année des élections. Ensemble pour la République pense toujours accompagner Félix Tshisekedi dans son action de gouvernance de la République. Écoutez, lorsque nous sommes venus dans l'Union sacrée, lorsque nous avons répondu à l'appel du président de la République, nous sommes venus avec un cahier de charges. Parce que nous avons compris que le président de la République a voulu fédérer tous ces efforts-là autour de lui pour traiter des problèmes de la population congolaise. Et donc, c'est pour cela que nous sommes dans l'Union sacrée. Et nous sommes venus avec, bien entendu, ce cahier de charges parce que nous avions une certaine vision, une certaine façon de voir les choses. Et aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, lorsque c'est positif, nous disons c'est positif, mais c'est que les gens ne comprennent pas. Lorsque c'est négatif, nous devons aussi le dire. Nous ne le disons pas pour attaquer qui que ce soit. Nous le disons pour qu'on puisse améliorer, pour que le résultat soit positif. Aujourd'hui, si le pouvoir actuel échoue, c'est tous les Congolais qui échouent. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et Ensemble pour la République, nous disons, nous devons, en tant que membres de l'Union sacrée, nous devons applaudir lorsque c'est bien, mais nous devons aussi dénoncer
lorsqu'il y a des couacs, il y a des côtés négatifs, pour que nous puissions arranger, parce que le résultat final compte. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi réussit, c'est tous les Congolais qui réussissent, pardon. Si aujourd'hui le président Tshisekedi échoue, c'est tous les Congolais qui échouent. Voilà pourquoi nous sommes dit, on ne va pas faire plaisir aux individus. Lorsque c'est bien, nous allons applaudir, mais lorsque ce n'est pas bien, nous allons dire que ce n'est pas bien pour qu'on puisse arranger. Vous êtes dans l'Union sacrée tant qu'observateur ou actionnaire, où vous voyez les choses que vous dénoncez. Actuellement là, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Tshisekedi, vous, d'Ensemble pour la République? Non, je crois que je suis mal placé pour dire nous allons non, mais vous êtes politique. À Tshisekedi. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est le Congo. Est-ce que vous reprochez quelque chose? Il y a un dysfonctionnement dans la marche politique actuelle pilotée Je ne peux pas dire qu'il y a un dysfonctionnement, mais il y a des problèmes comme partout. Et lorsqu'il y a un problème, nous, en tant que membres de ce groupe, nous disons, ici, il y a un problème, arrangeons. Je vous donne un exemple. Il y a eu ce problème de RAM qui a dérangé la conscience de tous les Congolais. Nous sommes levés, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire. Et aujourd'hui, je pense qu'on nous a suivis. On a supprimé RAM. Demain, la population va applaudir parce qu'on va dire, voilà, RAM nous dérangeait, aujourd'hui, on a supprimé. Et c'est à l'avantage de tout le monde. La population se retrouve, nous autres qui avons dit non à RAM, nous nous retrouvons. Le président de la République se retrouvera aussi parce qu'il sera applaudi par cette population. Voilà comment nous voyons les choses. Nous ne faisons pas ici la politique, je dirais la politique des attaques. Nous ne faisons pas des attaques personnelles. Mais lorsque ça ne marche pas, nous dénonçons pour qu'on puisse arranger. Parce que la finalité, c'est que le Congolais puisse mieux vivre dans son pays. Je rentre dans le cadre de votre cahier de charges soumis au chef de l'État lors des consultations qui a donné naissance à l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui était accouché de manière prioritaire dans votre cahier de charges? Non, écoutez, je ne vais pas ici dévoiler ce que nous avons fait dans le cadre de notre plateforme, si je peux l'appeler. Mais quand il a rendu les résolutions, quand il a rendu les conclusions de ces consultations, personnellement, vous étiez satisfait? Lorsque qui a rendu les conclusions? Le président de la République. Les conclusions de quelle consultation? Les concertations qui a donné naissance à l'Union sacrée. Non, mais c'était la vision. Il n'y a pas de conclusion. C'était une vision. Vous avez soumis un cahier de charges? Nous avons soumis un cahier de charges. Malheureusement, ça n'a pas été accepté à 100%. Mais au moins, l'idée, la vision du chef de l'État de mettre tous les Congolais ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes, mais nous avons salué. Voilà pourquoi nous sommes dans l'Union sacrée. Alors aujourd'hui, votre perception du pouvoir en 2023 sera basée sur quoi? Vous aurez quel programme après avoir marché ensemble avec Félix Tshisekedi? Lorsque vous parlez de programme, nous avons, nous, Ensemble pour la République, notre projet de société que nous sommes d'ailleurs encore en train de peaufiner. Parce que autant il y a des problèmes, autant il doit y avoir des propositions de solutions. Donc tous les jours, nous sommes en train de chercher à parfaire notre programme de société. Et vous aurez, si nous allons aligner un candidat président de la République, vous allez suivre et le président va parler de ce programme. Mais bon, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au sein de l'Union sacrée, on voit le voix s'élever. Hein, le voix s'élever. On a suivi tout récemment votre allié aussi au sein de l'Union sacrée, FDC de Baeti Lukwebo, porté Tshisekedi comme candidat en 2023. Mais pourquoi Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ne se prononce pas jusque-là? Non, mais pour le moment, il n'est pas encore question de parler des élections. Maintenant, nous devons gérer, nous devons trouver les solutions. Mais il faut se préparer, nous sommes à une année des élections, M. Géry. Nous ne faisons pas la politique pour préparer les élections. Nous faisons la politique pour régler les problèmes de nos populations. Donc moi, je trouve quand même pas très correct de 2 ans avant de commencer à parler des élections. Maintenant, on doit trouver la solution. Pourquoi les gens meurent dans les hôpitaux? C'est parce qu'il n'y a pas de médicaments. Pourquoi nos enfants étudient à même le sol? Pourquoi nous n'avons pas de route? Pourquoi nous n'avons pas de courant? Pourquoi nous n'avons pas ceci et cela? C'est le moment. Là, maintenant, nous devons gérer le pays, nous devons trouver les solutions. Les élections, c'est en 2023. Attendons 2023. Mais 2023 avance à grands pas, M. Géry. Bien entendu. Il faut avoir une projection de la chose. On a cheminé ensemble. Maintenant que nous allons lentement, mais sûrement vers la tenue des élections, voilà l'option à suivre. Non, mais jusque-là, vous jouez à quoi? Parce qu'on ne sait pas. Le moment viendra. Le moment viendra. Il n'est pas encore temps de parler des options à prendre pour les élections. Est-ce que pour l'Ensemble pour la République, Félix Tshisekedi serait le candidat idéal? Ensemble pour la République doit se réunir.
en congrès pour que nous décidions de qui sera notre candidat. Et je me répète encore, ce n'est pas encore le moment. Mais quelqu'un vous a contredit à l'interne, votre ministre Christophe Lutundula, qui s'est déjà prononcé quant à cette question. Oui, mais moi je pense que c'est de son droit. Nous sommes en démocratie. Il décide de se prononcer. Il se prononce. Je ne vois même pas de commentaires. Donc il n'y a pas de coordination au sein d'Ensemble pour la République. Non, il n'a pas. Chaque individu peut se prononcer quand il veut, à son aise. Non, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, un grand frère que je respecte beaucoup, n'a pas parlé au nom d'Ensemble pour la République. Mais il engage Ensemble pour la République. Non, il n'a pas engagé Ensemble pour la République. Je dis actuellement, il engage Ensemble pour la République au sein du gouvernement d'Union Sacrée. Non, si vous disiez peut-être il représente, pas engagé. Il représente. Il n'engage pas Ensemble. Je prends votre. Voilà, il est membre, mais je l'ai suivi moi-même sur Top Congo dire qu'il n'est pas là suite à la désignation de Moïse Katumbi. Il est là parce que le président de la République l'a choisi. Ça, c'est ce que j'ai suivi. Est-ce que ça frise l'Ensemble pour la République, cette déclaration? Friser, non. Nous sommes démocrates. Nous considérons que M. Lutundula Christophe, de toute l'expérience politique qu'il a, s'il arrive à le dire, ça veut dire qu'il a mûri sa réflexion. Donc, nous n'avons même pas de commentaires à faire là-dessus. Élection 2023, M. Géry Biangadi, je reviens à vous. Vous avez un parcours politique éloquent, pas éloquent, mais qu'est-ce qui vous a poussé personnellement d'adhérer au sein d'Ensemble pour la République? Je dirais, je venais de le dire ici, c'est premièrement cette envie d'être fort. J'ai dit, nous sommes dans l'urgence. Lorsque vous êtes dans l'urgence, vous devez trouver des solutions, mais des solutions fortes. Et donc, cette idée de fédérer les forces, mais c'était une idée formidable. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé que, pour une fois, les Congolais, au lieu de se séparer, se réunissent. Donc, c'est déjà ça qui m'a poussé à adhérer à cette vision, je dirais, ou à cette philosophie. Le fait de se mettre ensemble pour être plus fort, plus grand. Premièrement, c'est cela. Mais vous avez une expérience assez particulière, parce que vous avez échoué lors des dernières élections de 2018. Qu'est-ce qui vous motive encore de rester dans cette vision, de poursuivre? Vous êtes emporté par l'envie de vous retrouver à l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Parce que c'est l'envie qui vous porte, hein, vous, la jeunesse en politique. Premièrement, lorsqu'on parle d'échec, je n'accepte pas trop ce vocabulaire-là. Mais vous avez échoué. Nous n'avons pas échoué. Nous n'avons pas été proclamés. Ça veut dire? C'est ça. Mais moi, j'ai des procès-verbaux à la maison où je peux prouver que j'avais gagné ces élections. Mais on a vu ceux qui ont prouvé, ils ont été repêchés. Mais nous avons vu dans ce pays, pour la première fois, je pense, au monde, où la Cour constitutionnelle a validé, a invalidé, à revalider, à dévalider. Nous avons vu ça dans ce pays. Alors, quel crédit vous donnez encore à ces élections? Donc aujourd'hui, lorsqu'on me dit... pourquoi vous y allez si vous n'accordez pas de crédit à ces élections? Parce que nous devons donner de la chance à ce pays. Nous devons donner de la chance au Congo. Le Congo doit finir par se développer. Et donc, nous n'allons pas nous décourager. En tout cas, si c'est fait pour nous décourager, je dirais que ils ont échoué, quoi. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ce peuple sortira de la souffrance. Moïse Katumbi et son parti politique Ensemble pour la République a vu, comme tout Congolais lambda, comment est-ce que la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante a été conceptionnée. Personnellement, vous aspirez confiance au bureau d'Eni Kadima ou soit il y a encore des soucis? Je ne peux pas aujourd'hui dire nous aspirons confiance ou il y a encore des soucis. Nous avons vu comment ça se passait. Tout ce que nous leur demandons, c'est de regarder cette population qui est en train de souffrir et d'être conséquent. Parce que moi, j'ai dit toujours dans la politique, dans tout ce que nous faisons en politique, nous devons savoir que le peuple nous observe. Hier, il y a eu Nanga. Je pense que l'histoire retiendra quelque chose de ce Nanga. Mais ce que l'histoire retiendra là, est-ce positif ou négatif? On doit commencer à se remettre en question aujourd'hui. C'est bien de poser des actes. C'est très bien de poser des actes. Mais si ces actes-là resteront gravés dans la mémoire des Congolais, mais dans la négativité, à quoi bon? Pourquoi les poser? Aujourd'hui, moi, je connais des hommes politiques
qui, lorsque vous brandissez leur propre message, leur propre vidéo, ils n'arrivent plus à les regarder. Alors, nous devons apprendre de nos erreurs. Et aujourd'hui, donc, moi, je n'ai pas à accorder un crédit de confiance à l'équipe Kadima. Je leur exhorte à voir la souffrance de la population et à bien faire leur travail. Est-ce que c'est un nanga comment on parle nanga, c'est à Denis Kadima de penser à la souffrance de la population? Il joue à l'arbitre. C'est à tous les Congolais de penser à la souffrance de la population. Il est justement il doit faire son travail en bon arbitre. Parce qu'aujourd'hui, nous n'organisons pas les élections pour rien. Nous organisons les élections pour que les résultats puissent nous emmener à un développement. Et croyez-moi, si vous ne placez pas à la tête celui qui a été élu, mais c'est lui qui sera placé je dirais, par les hommes, pas par la population, mais par la volonté des individus, n'aura pas à se référer à la population pour travailler. Dans son mandat, il va plus voir ces individus-là qui l'ont aidé à devenir président ou député, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, la CENI doit nous produire les vrais élus, parce que ces vrais élus seront redevables vis-à-vis de la population. Nous sommes à l'Assemblée nationale qui a repris ses activités ce mardi, 15 mars, puisque les questions qui touchent et les questions qui fâchent ont été élaguées lors de la session passée de septembre 2021, notamment la question sur la congolité qui a touché, qui a secoué votre leader, Moïse Katumbi Chapwe, et Noël Tchani revient toujours avec cette même question. La perception de cette question sur l'exclusivité des postes de président de la République ne devrait que revenir à un Congolais de père et de mère. Cette question vous a secoué, vous, d'Ensemble pour la République. Et aujourd'hui, que la question va refaire surface, comment comptez-vous contrer cela? Je n'ai pas mandat de parler au nom d'Ensemble pour la République. Là, je parle en tant que Congolais. Mais ça vous a secoué quand même, étant que Ensemble pour la République. Secoué, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on a vu Moïse Katumbi intervenir. C'est comme si c'était une question... Il est Congolais, il a le droit. Il a le droit d'intervenir, mais pas seulement pour ces sujets, il intervient par moment. Ça ne nous a pas secoué. Au contraire, ça nous aide à comprendre quel genre de politique nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on nous parle de la congolité, il se base sur quoi pour mettre en place cette loi? Il se base sur quoi? Il veut violer notre propre constitution. Sur l'exclusivité de la nationalité congolaise. Justement, mais la Constitution est claire à ce sujet. La Constitution parle de l'exclusivité, mais la Constitution a défini qui est Congolais. Et la Constitution ne dit pas est Congolais, c'est lui qui est Congolais de père et de mère. La Constitution nous dit il faut avoir appartenu à une ethnie qui a existé au Congo. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on vient avec une telle proposition... C'est là où Katumbi trouve son réconfort. Non, c'est la loi, ce n'est pas Katumbi. Il faut qu'on arrête de personnaliser les choses. Il faut qu'on arrête. Cette loi, lorsqu'ils ont écrit cette constitution, Katumbi n'était pas ce qu'il est aujourd'hui en politique. Donc, aujourd'hui, on va mettre en place une loi qui violerait la constitution simplement pour écarter un candidat. Moi, je pense que si nous aimons ce pays, arrêtons avec ces procès que nous faisons à des individus. Arrêtons. Il s'agit de 80 millions de Congolais, si pas 100 millions aujourd'hui, qui souffrent. Et donc, si vous concentrez votre combat sur un individu, et ces 99 millions de Congolais, et ces 100 millions de Congolais qui souffrent, qu'est-ce que vous en faites? Il faut qu'on soit conséquent. Est-ce qu'aujourd'hui, les débats sur la révision constitutionnelle seraient d'actualité, à votre avis? Je ne pense pas, parce que je n'en vois pas aujourd'hui. Certes, il y a des points à modifier dans notre constitution. Entre autres? Certes. Moi, personnellement, je ne parle pas d'Ensemble pour la République. Moi, personnellement, sur, par exemple, le mode d'élection des gouverneurs, sur les élections des gouverneurs, moi, je souhaiterais que ce soit des élections directes. Nous avons vécu ici. Ça pourrait modifier quoi dans la marche du pays, par exemple? Ça va plus conscientiser ces gouverneurs qui seront élus. Mais on verra aussi les coûts que ça va donner. Quel coût? Dans quel sens? Il n'y aura pas de coût d'ailleurs. D'ailleurs, ça va amoindrir les coûts. Écoutez, je vous donne un exemple
comment je peux l'interpréter? Un candidat gouverneur qui doit être élu par nos députés. Nous savons tous comment ça se passe, comment ça s'est passé. J'ai même vu le président de la République se plaindre à ces sujets. Les gouverneurs ont été obligés, certains ont été obligés de soudoyer les députés pour avoir les voix. Alors, vous imaginez, je viens de lire dernièrement que dans une province, les députés provinciaux demanderaient 40 000 $ pour élire un gouverneur. Vous imaginez un gouverneur qui dépense 1 million, 2 millions pour se faire élire. Et une fois gouverneur, ça vous étonnerait qu'il détourne 100 millions ou même 10 millions? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Aujourd'hui, nous devons arrêter avec cette corruption qu'on a officialisée. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour devenir sénateur, il faut soudoyer les députés. Soudoyer les députés provinciaux. C'est pas correct. C'est pas correct. Donc, pour moi, entre autres, les élections des gouverneurs et des sénateurs, vraiment pour moi, s'il y a un élément à modifier dans notre constitution, voilà les deux éléments. Je reprends moi parce qu'on a vu Steve Mbika surgir il n'y a pas longtemps. Il est pour la révision constitutionnelle, qui est vous aussi, vous êtes d'accord. Mais lui, par contre, propose sur la révision du nombre de mandats du président de la République, que ça passe de 5 ans à 7 ans. Sur base de ça, vous serez aussi favorable parce que ça pourra concerner aussi le chef de l'État qui peut s'hasarder à doubler les mandats pour n'avoir rien fait. Je répondrai en deux volets. Premièrement, lorsque M. Steve Mbika, que je connais, fait une telle proposition, sur le plan juridique, il se base sur quoi? Parce que dans cette constitution, il y a des articles qu'on appelle les articles... Non, mais soumettre sa proposition au référendum, c'est logique. Justement, laissez-moi évoluer. Il y a des articles verrouillés. Donc, dans la constitution actuelle, on ne peut pas déverrouiller ces articles. Donc, on ne peut pas modifier le nombre de mandats. Donc, pour atteindre sa proposition, il faudra donc changer la constitution. Ok. Alors, s'il faut changer la constitution, ça demande un référendum. Alors, le Congo actuel, qui a difficile à trouver les moyens pour les élections, aura des moyens pour organiser ce référendum, parce que un référendum, ce sont des élections aussi. Alors, le deuxième volet, tout ce que nous faisons en politique doivent répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais a besoin de cette modification? Ou on veut faire ça pour satisfaire un individu? Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Mais pourquoi on ne changerait pas la Constitution? Aussi longtemps, on parle que la Constitution actuelle est une Constitution des belligérants. Votez à Sun City. Non, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais moi, en tant qu'humain, je me dis, je sais qu'il y a des points à modifier dans cette Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le moment est idéal pour le verrouillage de ces dispositions resteront éternels? On ne sait pas, parce que nous sommes dans une... Mais aujourd'hui, quelle est l'urgence pour que nous puissions modifier la Constitution? Pour que nous puissions même pas modifier, changer la Constitution? Ah, ça, c'est une question qu'Mbika devrait vous répondre. Hein? Quelle est l'urgence aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va apporter à ce Congolais qui manque la nourriture, qui manque les médicaments à l'hôpital? Qu'est-ce que ça va apporter, cette modification? Nous devons arrêter avec cette politique axée ou orientée sur les individus. Nous devons arrêter. Aujourd'hui, M. Géry Biangani, vous êtes des Lukunga en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Quand vous voyez la vie que mène la population de votre circonscription électorale par rapport à ce que vous attendez à amener comme réforme, ça vous inspire quoi et ça vous dit quoi personnellement? Vous savez, moi, j'ai l'habitude de passer mon temps dans les coins reculés de ma circonscription. Je vais à Sangamamba, je vais à Boma-Libala. Vous connaissez le quartier Boma-Libala? J'entends parler, voilà. J'entends parler. Je vais à Kanlouka, je vais dans ces coins-là. Pour chercher quoi? Pour voir comment vit notre population. Et à chaque fois que je quitte ce coin-là, j'ai des larmes. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Congolais souffrent dans leur propre pays. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit ici, il y a des gens qui meurent parce qu'il a manqué 1000 francs à l'hôpital. Il y a des mamans qui meurent parce qu'elle a manqué, je ne sais pas, $1 ou $5 à l'hôpital. Il y a des parents qui n'arrivent même plus à dire un mot à leurs enfants parce que ça fait des mois et des mois qu'ils n'est plus arrivé à subvenir aux besoins de ses propres enfants. Tout ça sont des problèmes que nous devons régler. Et donc, dire aujourd'hui,
qu'au sein de notre circonscription, il n'y ait pas à modifier ou il n'y ait pas à réorganiser, à refaire, ben, ce serait utopique. Là, maintenant, vous incombez la responsabilité à ceux qui sont au Parlement actuellement, qui ont été élus comme députés nationaux ou provinciaux, qui siègent actuellement aux assemblées à Kinshasa comme à l'Assemblée nationale. Non, moi, je ne suis pas dans la logique de condamnation. Je suis dans la logique... Mais présentement, là, vous êtes peuple. Oui. Vous êtes dans une circonscription électorale. Oui. Vous voyez vos élus Oui. en train de mener leur vie politique. Vous avez des dénonciations à faire. Vous déplorez certaines choses. Mais bien sûr, nous déplorons... Vous avez la parole, alors vous n'avez qu'à le dire. Nous déplorons, par exemple, le fait que le contrôle parlementaire ne se fasse pas sentir. Aujourd'hui, nous voyons comment le pays est géré. Mais nous voyons aussi comment ces gestionnaires, si je peux les appeler ainsi, ne sont pas interpellés au Parlement, alors que c'est le travail des députés nationaux qu'ils sont. Donc, aujourd'hui, dire que je suis satisfait de ce que font nos députés, non. Ce serait un mensonge, je ne suis pas satisfait. Et il est encore temps, nous avons encore 2 ans. Nous avons encore 2 ans qu'ils se ressaisissent parce que ce Congo nous appartient et le peuple leur observe. Le peuple leur observe. Nous recevons sur ce plateau M. Géry Biangani, récemment nommé secrétaire national en charge de l'extérieur, aussi des Congolais de l'étranger par Moïse Katumbi, Chapeux, président d'Ensemble pour la République. Est-ce que vous êtes toujours à Lamouka, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi? Nous n'avons jamais quitté la Mouka. Mais pourquoi vous composez avec Tshisekedi à l'Union Sacrée? Je pense que parce cette que question... vos pères Martin Fayoulou et aussi Adolphe Mouzitou ont juré de ne pas franchir la ligne rouge. Cette question... Vous l'avez franchi par envie d'avoir des postes qu'on vous a promis. Qu'est-ce que vous appelez ligne rouge? Ligne rouge. Et qui a établi cette ligne rouge? Je viens de dire ici que nous avons accepté l'appel du chef de l'État parce que nous avons considéré qu'il fallait donner de la chance. C'était quoi la motivation d'accepter cet appel aussi longtemps? Vous étiez ensemble avec vos amis, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Mais écoutez, bien qu'on soit dans la Mouka, chaque parti politique gardait, je dirais, sa liberté. Je vais vous donner un exemple. Martin Fayoulou avait fait un document qu'il a appelé plan de sortie de crise. Plan de sortie de crise. Il a fait des propositions au président de la République, sans consulter Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba. Et si le président de la République, à cette époque-là, avait accepté ce plan de sortie de crise, nous allions dire que Martin Fayoulou quitte la Mouka parce qu'il a fait une proposition? Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit conséquent. Le président de la République a fait appel à des Congolais pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Nous avions tous vécu ici un blocage au niveau du Parlement, rien ne marchait. C'était une nouvelle chance qu'on accordait à la population congolaise. Et donc, c'est pour ça que nous sommes allés dans l'Union Sacrée. Et dire qu'on quitterait ou qu'on devrait quitter la Mouka parce qu'on a accepté l'appel du chef de l'État, je ne comprends pas quel est le rapport. Non, mais vous étiez de la Mouka, vous êtes parti aux élections de 2018, échoué, mais vous avez quand même juré de composer avec Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Subitement, on voit Katumbi qui change de camp. Il veut composer avec Félix Tshisekedi pour des raisons que vous avez évoquées. Il y a eu des choses qui ne marchaient pas. Après avoir cédé Kabila, voilà, avec la personne qu'on peut mieux voir un frère qui est un ami que tu ne connais pas. Nous ne sommes pas allés, ou nous n'avons pas créé la Mouka simplement pour soutenir un individu. Nous avions créé la Mouka pour sortir le peuple congolais de cette souffrance. Alors, qui incarne aujourd'hui la vision de la Mouka? Non, écoutez, la pensée idéologique de la Mouka, la pensée politique de la Mouka, qui l'incarne aujourd'hui? Non, non. Un individu ne peut pas incarner la pensée de ce grand groupe. Pour preuve, la Mouka avait une présidence alternative. Pourquoi la Mouka avait une présidence alternative? Ça devient à 2 personnes aujourd'hui, hein, pour votre information. Ça c'est vous qui le dites. Mais on voit Martin Fayoulou, soit Adolphe Mouzitou. Vous on voit Moïse Katumbi, soit Jean-Pierre Bemba. Ça, vous ne le dites pas. Mais il fait cette alternance avec qui? Non, mais écoutez, la Mouka, nous avions soutenu un candidat.
Malheureusement, les choses se sont passées telles que ça s'est passé dans ce pays, malheureusement. Mais quelles sont les choses? Et il Il faut les dire à des mots clairs, M. Géry. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je ne veux plus aujourd'hui rentrer, on doit évoluer. On doit évoluer. Nous étions en 2018, aujourd'hui nous sommes en 2022. Ce Congolais qui est en train de souffrir n'attendra pas que vous puissiez résoudre vos problèmes politiques. Donc quand vous avez vu Martin Fayulu tenir mordicus sur la vérité des urnes, vous avez dit, bon, ça c'est un débat révolu. Non, écoutez, moi je pense, ici je parle en tant que Congolais, moi je pense que nous devions évoluer. L'évolution, selon vous, l'évolution, c'est donner de la chance à la population congolaise. Et c'est ce que, je pense, Ensemble pour la République avait fait, ou c'est ce que le leader Moïse Katumbi avait fait. Donc, le discours de Martin Fayulu n'avait pas sa place. En ce moment, non. Au début, oui, mais après, le peuple est appelé à évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Continuer à crier président élu, pour quelle solution? Ma question est celle de savoir qui incarne la vision politique de Lamuka actuellement. Non, mais pourquoi parler d'un individu qui devrait incarner la vision? C'est une question que j'ai posée. Justement. Qui incarne cette vision, selon vous? Je ne peux pas parler d'un individu alors que depuis qu'on a créé cette histoire de Lamuka, il n'y a jamais eu un seul individu en exergue. Comment aujourd'hui vous voulez qu'on parle d'un individu qui incarne? Mais vous aviez un candidat qui était Martin Fayulu. Justement. C'était ça la mission qu'on lui a confiée. D'être candidat. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Les élections sont passées. Pourquoi on doit continuer aujourd'hui à parler d'un candidat alors que les élections sont passées? Nous sommes appelés à évoluer, évoluons. Vous ne parlez pas le même langage, je suis sûr, avec Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que vous leur accordez une chance d'avancer dans cette aventure et aussi vous accorde une chance de poursuivre votre alliance avec le président? Je pense que logiquement, oui. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas... Il n'y a pas une animosité entre Lamuka ou entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi, non. Chacun, je pense, devrait accorder la chance à l'autre. Nous sommes tous des Congolais. Je pense que autant Moïse Katumbi se bat pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la population, autant Martin Fayulu se bat aussi. Nous sommes tous des Congolais, mais chacun a son point de vue et nous devons respecter le point de vue des autres. Monsieur Géry Biangani, la rentrée parlementaire, les questions prioritaires par rapport aux élections, par rapport au social de la population, état de siège, le mandat du président de la République, Moïse Katumbi, avec tout ce qu'il y a comme défi à la CENI, bref, qu'est-ce qui Ensemble pour la République pourrait résumer par rapport à ça? Je vais encore vous redire ici, je n'ai pas mandat de parler. Vous n'avez pas mandat d'Ensemble pour la République. Je n'ai pas mandat de parler au nom d'Ensemble pour la République. Vous parlez en tant que secrétaire national. S'il faut que je parle en tant que Congolais, parce que même en tant que secrétaire national, je n'ai pas encore reçu mandat de parler au nom d'Ensemble pour la République. Là, je parle en tant que Congolais. S'il faut dire ce que nous attendons de notre Assemblée nationale, bien entendu, c'est la loi électorale. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui ne pensent qu'aux élections. Nous sommes à 2 ans des élections. Pourquoi nous allons focaliser nos efforts sur les élections alors que la population est en train de mourir tous les jours? Moi, j'exhorte nos députés à se pencher sur les vrais problèmes de la population. Les élections, oui, c'est une obligation constitutionnelle, mais maintenant, c'est la gestion du pays qui compte. Nous devons bien gérer ce pays pour que ces Congolais-là puissent pour que nous puissions alléger le problème des Congolais. On ne doit pas se focaliser sur les élections. Vous serez compris quand vous dites que les élections, oui, mais on doit se focaliser sur le problème de la population. Pour vous, ce serait une manière de rallonger les choses? Mais non. Il y a des gens qui quittent leur maison. Chaque matin, ils mettent des cravates comme moi pour aller travailler pour les élections. Et ça, ce ne sont pas les députés, c'est la CENI. C'est à la CENI de travailler, de prendre son temps pour les élections. Pas aux députés, moins encore aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes là, nous devons gérer le pays, nous devons régler les problèmes de la population. Les élections viendront en 2023, attendons 2023. Laissons à la CENI le soin de préparer les élections, laissons aux partis politiques le soin de se préparer aux élections, mais ceux qui dirigent le pays aujourd'hui ne doivent pas se focaliser sur les élections. Alors, vous êtes secrétaire national en charge de l'extérieur du parti de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que la population, les Congolais de l'étranger peuvent retenir de votre mission à leur endroit? Bon, déjà, premièrement, c'est cet esprit fédérateur.
cet esprit fédérateur, parce que je viens de dire ici que les Congolais de l'étranger se sont battus et se battent tous les jours. Ici, au niveau du pays, nous nous battons aussi. Alors, si hier, on s'est battu par ordre dispersé, aujourd'hui, nous devons nous fédérer, nous mettre ensemble pour combattre le bon combat. Le bon combat, moi je suis sûr et certain que quand ces Congolais de l'étranger quittent leur travail, leur maison, pour aller manifester quelque part ou pour se plaindre quelque part, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait évolution au Congo. Et nous qui nous battons ici, c'est pour la même raison. Donc aujourd'hui, ce qu'ils doivent retenir, c'est que moi je leur demande que nous puissions fédérer nos forces pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Nous devons fédérer nos forces pour chercher des vraies solutions au peuple congolais. C'est le parole prononcée par M. Géry Biangani, secrétaire national d'Ensemble pour la République en charge de l'implantation extérieure du parti et des Congolais de l'étranger qui nous a fait l'infime honneur de participer dans ce magazine. À vous la parole. Merci M. Géry d'avoir répondu promptement à notre invitation. Dans l'avenir, nous compterons vous revoir encore une fois dans cette tribune. Merci beaucoup, M. Guy Béchard.